Vous démarrez en agile, alors forcément vous faites du Scrum, mais problème, vous n'avez pas de Product Owner. Alors comment faire? Eh bien dans cette vidéo, nous allons vous montrer comment monter une équipe agile, et ça, même quand on n'a pas de Product Owner. Je suis Jean-Pierre Lambert, coach agile indépendant et j'anime Scrum Life, la première chaîne YouTube française qui parle d'agilité, sans détour, sans tabou et avec humour. Et si c'est le genre de sujet qui vous intéresse, abonnez-vous et pensez à activer les notifications si vous voulez ne rater aucune vidéo. Donc oui, c'est un problème assez classique, hein. On se lance dans l'agilité, tout est nouveau, en l'occurrence on n'a pas de Product Owner. Donc comment on s'y prend? Pour en parler aujourd'hui, je suis avec Frédéric Leguédois. Est-ce que tu peux te présenter brièvement? Alors, Frédéric Leguédois, tu as déjà donné le nom et le prénom. Deux missions principales, soit accompagner des organisations qui vont dans une démarche agile, et puis aussi réaliser du développement logiciel pour des clients, donc des gens qui veulent un logiciel sur mesure. Donc justement, tu as vu pas mal d'entreprises, de situations. Est-ce que là, cette situation que je décris, ça fait écho à ce que tu as pu voir? Est-ce que ça te parle? Alors, il y a deux cas, hein. Soit on arrive dans des organisations où il y a déjà quelque chose qui est en place, et dans ce cas-là, il y a souvent beaucoup de rôles, hein. On va avoir des product owners, des proxy product owners, des business analysts, des architectes, des scrum masters, parfois peut-être même de trop de rôles, hein. Ça peut amener de la complexité. Soit on va créer quelque chose ex nihilo. Et dans ce Mhm. cas-là, il n'y a pas de product owner au début. Et sur les dernières années où j'ai pu accompagner des organisations pour créer des équipes, on n'a jamais créé de rôle de product owner. C'est-à-dire que personne n'avait dans sa signature le rôle de product owner. Tu as déjà commencé à répondre à la question, j'ai l'impression. Oui. Là, je pense qu'une approche assez classique que prennent beaucoup d'entreprises, c'est non, non, on y va, on se forme à Scrum, on se forme Product Owner, ou alors l'alternative, on va apprendre des prestats. Mm. Là, déjà, toi, ce que tu suggères, c'est pas ces approches-là? Il faut se poser la question qu'est-ce qu'un product owner et à quoi ça sert? Alors, il y a deux manières de répondre à cette question-là. La première, c'est de dire que le product owner, c'est celui qui a la vision et qui maintient le backlog. C'est une approche qu'on a de manière assez traditionnelle. Effectivement, si on revient un peu dans des temps anciens où il y avait encore un cahier des charges et qu'on se pose la question, c'est quoi la différence entre un cahier des charges et un backlog? euh, Parce qu'on sait que c'est dans les deux cas des spécifications qui sont écrites, bien, le backlog va être découpé plus finement, va être orienté beaucoup plus en termes fonctionnels, va être priorisé, mais surtout, le backlog va pouvoir évoluer. Il va changer régulièrement. Principe de base de l'agilité. Et donc, on peut se dire que finalement, le product owner, c'est celui qui fait évoluer le backlog. Et si on est un peu taquin, on peut même dire qu'un product owner, c'est un cahier des charges qui est doté d'un cerveau, hein. Ça peut être une définition du product owner. Mais ça, c'est finalement une approche très liée à Scrum. Et j'aurais tendance à dire qu'il n'y a pas que Scrum dans la vie, il y a d'autres méthodes agiles, il y a Crystal Clear, il y a l'extreme programming, et on n'y parle pas de product Mhm. owner. Par contre, on parle d'autres personnes, des utilisateurs. Mhm. Et finalement, est-ce qu'on ne peut pas se dire que dans l'agilité, il n'y a que deux rôles qui sont vraiment indispensables, les utilisateurs et les développeurs? Si on n'a ni l'un ni l'autre, ou s'il en manque un des deux, on ne va pas avoir beaucoup de projets. Et dans ce cas-là, on va se dire que euh, ce product owner, c'est surtout le représentant des utilisateurs. Mhm. C'est-à-dire qu'il va falloir faciliter le dialogue entre les développeurs et les utilisateurs pour une raison très simple, c'est pour mettre en place des itérations. Qu'est-ce qu'une itération? C'est je vais livrer quelque chose et à partir des fonctionnalités que j'ai livrées, je vais apprendre quelque chose. Donc il faut une communication extrêmement fluide entre mes utilisateurs et les développeurs. Néanmoins, il y a deux problèmes qui vont se poser si on met directement en contact les développeurs et les utilisateurs. Le premier, c'est des contradictions entre les utilisateurs. Mhm. Un utilisateur veut un bouton rouge, l'autre veut un bouton vert. Qu'est-ce qu'on fait? Et puis, il y a un autre problème qui va arriver très rapidement, c'est la priorisation. Mhm. C'est-à-dire que si on demande aux utilisateurs, chacun va pousser sa fonctionnalité et il n'y aura pas d'arbitrage de ce point de vue-là. Et si on donne 100 fonctionnalités à développer à une équipe de développement et ce n'est pas priorisé, eh bien la probabilité qu'ils prennent la fonctionnalité prioritaire est de 1%. Donc forcément, la priorisation doit être faite côté client, on va dire côté utilisateur.
Je vois ce que tu veux dire. Est-ce que tu pourrais élaborer plus dans le détail, justement, aller plus dans cet aspect retour d'expérience? Alors, si on veut le mettre en place concrètement, il va falloir travailler sur le sujet dès le début. C'est-à-dire que dès l'avant-vente, dès qu'on va rencontrer un client et lui dire, eh bien, on va avoir besoin d'un interlocuteur chez vous pour dialoguer avec l'équipe de développement. Souvent, l'entreprise connaît déjà cette personne-là, parce qu'elle a quelqu'un qui est impliqué, quelqu'un qui est motrice, quelqu'un qui a de bons rapports avec ses collègues, avec les futurs utilisateurs. Donc on va nous indiquer cette personne-là. Son rôle est essentiel, hein, parce que si c'est pas la bonne personne, ça va pas bien fonctionner. Donc il faut vraiment la sélectionner avec choix. Et on va créer un premier atelier avec cette personne-là, on va l'interviewer. En tant qu'équipe de développement, on va l'interviewer sur son besoin, son utilisation du logiciel, ce qui va être utilisé très souvent, ce qui est aujourd'hui problématique. Et puis à la fin de cette interview, qui peut durer juste une petite heure, on va lui demander de prioriser ce qu'elle nous a donné comme élément. Et puis on va lui donner rendez-vous la semaine suivante en lui disant on va venir vous présenter le travail qu'on a fait. Et puis dans quelques temps, eh bien, on vous donnera un environnement où vous pourrez travailler vous et vous pourrez tester ce qu'on a développé pour vous. Et donc en une heure, on vient de mettre en place un backlog, on a recueilli le besoin, on l'a priorisé, on vient mettre en place les démonstrations, on vient de mettre en place les itérations, puisqu'on va se voir toutes les semaines, et on vient d'introduire la notion de qualification et la notion de retour en une heure. Et cette personne est devenue, on va dire, PO, hein, sans formation, sans certification. Alors, bien entendu, en une heure, c'est un peu court, mais en tout cas, on a déjà amorcé. Et puis, au fur et à mesure qu'on va la voir, on va l'éduquer de plus en plus dans ce rôle-là. Et il y a un certain nombre de clients, ça fait maintenant plus de 6 ans qu'on travaille avec eux. Ils sont comptables, ils sont commerciaux, ils ont un métier au quotidien et ce sont nos interlocuteurs métiers depuis des années et ils ne savent pas qu'ils sont PO. Donc en ce sens-là, ils ne sont pas PO, quoi. Mais en fait, ils font vraiment le job de dire ce qui doit être développé, prioriser, faire des retours aux développeurs et qualifier. Je relève quelque chose dans l'exemple que tu décris que je trouve assez intéressant, c'est on est vraiment dans ce contexte où c'est du logiciel à la demande. Tout à fait. Un client vient, il a un besoin identifié. Et en fait, moi, spontanément, ça fait partie des réflexions que j'ai eues récemment. Déjà, en fait, c'est pas tellement un environnement favorable à Scrum. Ou Scrum, idéalement, c'est vraiment pour construire un produit, ou justement, pour le product owner, et pas juste là pour faire un backlog et le prioriser. Euh, du coup, est-ce que tu es d'accord que ça t'évoque? Effectivement, ça dépend beaucoup du contexte, hein. C'est-à-dire que si on a un groupe d'utilisateurs qui sont identifiés, facilement mobilisables parce qu'ils sont dans une même entreprise, ils ont une hiérarchie commune, ils sont sur leur temps de travail, c'est relativement simple d'aller chercher un représentant de ces utilisateurs-là. Maintenant, si on fait un produit grand public qui s'adresse à monsieur tout le monde en France ou à l'international, il y a des millions d'utilisateurs. Trouver un représentant de ces personnes-là, ça va être extrêmement compliqué. Et puis, il va falloir aller recueillir des informations auprès des utilisateurs de manière un peu différente. Il va falloir éventuellement faire des questionnaires de satisfaction, animer des groupes d'utilisateurs un peu partout en France, regarder les métriques, faire de la veille sur la concurrence. Et dans ce cas-là, effectivement, la vision de je suis en train de développer un produit, elle est quand même beaucoup plus importante. Et c'est là où on peut envisager un product owner finalement à temps plein qui va être avec l'équipe de développement. Alors que dans le cas précédent, le représentant des utilisateurs était chez les utilisateurs. Et dans ce cas-là, le rôle du product owner reprend beaucoup plus sa place. Et on peut envisager, là par contre, des gens qui soient beaucoup plus formés et qui soient plus habitués à ce métier-là. Effectivement, si on parle d'agilité, dans ce cas-là, on peut envisager que le product owner, ça soit quelqu'un qui soit finalement assez expérimenté, qui ait un certain nombre de concepts, de notions, une certaine expérience et une certaine épaisseur dans l'agilité, alors que dans le cas précédent, on peut envisager d'avoir des personnes qui n'en ont aucune conscience et qui fassent très bien le travail sans le savoir. C'est-à-dire que quand j'évoquais ces interlocuteurs qu'on a dans les entreprises depuis plusieurs années, ils sont incapables de dire ce qu'est un backlog,
Ils sont incapables de dire ce qu'est un product owner, ils sont incapables de dire ce qu'est un sprint ou une itération. Et ça ne pose pas de difficulté puisque c'est l'équipe de développement qui va accompagner l'utilisateur et qui va juste favoriser son expression de ses demandes et qui va l'amener à prioriser. Donc effectivement, selon le cas de figure, soit on peut avoir besoin vraiment d'un product owner, soit on peut juste aller se dire on va aller au contact des utilisateurs et chercher un représentant de ces utilisateurs. Est-ce que là, tout ce qu'on est en train de dire, c'est pas toujours cette maxime qu'on retrouve un peu toujours dans l'agilité, à la bonne solution, elle dépend du contexte? Oui. Ouais, c'est un peu ça, quoi. Scrum, c'est un outil, c'est pas forcément le seul. Bah, il y a effectivement ce grand débat, est-ce que l'agilité c'est une méthode ou est-ce que c'est une culture? Et donc si on arrive avec une très bonne recette qui a fonctionné chez le voisin, il est tout à fait possible qu'elle ne fonctionne pas chez nous parce qu'on n'est pas du tout dans le même contexte. Et parfois ça peut même être aller à l'inverse de ce qu'on voudrait faire. C'est vrai que il y a une notion, il y a un indicateur qui m'intéresse toujours, moi c'est le nombre d'interlocuteurs qu'il y a entre les développeurs et les utilisateurs. Parce qu'à l'origine, quand même, dans l'agilité, il y a cette notion de rapprocher ces communautés pour qu'elles travaillent ensemble. Et tel que ça a été pensé dans Scrum, le product owner est justement là pour rapprocher, pour donner du vivant, de l'intelligence dans cette relation et qu'on puisse faire évoluer le produit dans le temps. Et malheureusement, on voit des contre-exemples sur le terrain, c'est-à-dire qu'on a dit il faut un product owner, et donc on ajoute une personne qui est un intermédiaire supplémentaire entre les développeurs et les utilisateurs. Et à partir du moment où il va y avoir 3, 4, 5 intermédiaires, 6 intermédiaires entre les développeurs et les utilisateurs, il n'y a plus de communication possible. Il y a trop de distorsions, il y a trop de délais, les esprits vont s'échauffer de toutes parts, et donc ça ne va pas fonctionner. Et donc, effectivement, il ne faut pas juste appliquer Scrum, il faut comprendre pourquoi on le fait, et parfois, il ne faut pas le faire, en tout cas pas tel que c'est décrit dans le bouquin. Il y a quand même quelque chose qui doit nous alerter. Quand les développeurs ne connaissent pas le nombre d'intermédiaires entre eux et les utilisateurs, c'est un indice que peut-être que la machinerie est un peu lourde. Ben, merci beaucoup vraiment pour Merci. cette intervention, Frédéric. Si les spectateurs ils veulent en savoir plus, ils ont des questions, ils veulent creuser le sujet avec toi, ils peuvent, t'es Il y open? a un compte Twitter, il y a un site internet, il y a un numéro de téléphone. Je pense qu'on pourra présenter un peu tout ça. Super. On vous remercie aussi. On vous dit à bientôt. Vous êtes mes plus grands fans.